notre confiance. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir et voir toutes nos publications hebdomadaires. Qu'en sera-t-il de votre relation avec le président Johnson si vous perdez sa faveur? Eh bien, je suppose que le président devrait répondre à cette question. J'ai pris position contre la politique de l'administration et j'espère que le président pense ce qu'il dit quand il dit qu'il devrait y avoir de la place pour la dissidence et que nous arrivons à une période tragique dans notre histoire où nous assimilons la descendance à la déloyauté. Je crois fermement qu'il est nécessaire d'avoir des limites dans la dissidence pour ne pas contester quelque chose qui peut conduire la nation tout entière dans l'erreur. Est-ce que vous vous inquiétez de perdre la faveur de M. Johnson? Ce n'est pas ça. Je pense que la chose la plus importante pour moi, la chose importante est de ne pas perdre la faveur de la vérité et ce que la conscience me dit être juste. Si cette conscience me dit que c'est juste, alors je suis prêt à rester en accord avec ces principes et rester disponible pour la personne qui a mal compris ma position. Cette notion est très récurrente, à savoir que le temps va guérir de façon miraculeuse tous les problèmes des Noirs. Et je l'ai entendu à maintes reprises dans la communauté blanche. Pour ces gens, nous pouvons changer les choses par la patience et la sympathie en continuant à prier. Et dans 102 ans sur 200 ans, le problème va se résoudre tout seul parce que le temps résout les problèmes. Je pense qu'il y a une réponse à ce mythe. En effet, le temps est neutre. Et il peut être utilisé pour construire ou pour détruire. Je suis absolument convaincu que les forces de la mauvaise volonté dans notre nation, les écrivains extrémistes de notre nation, ont souvent utilisé le temps beaucoup plus efficacement que les forces de la bonne volonté. Il se pourrait bien que dans notre génération, nous ayons à nous repentir non seulement pour les paroles virulentes et des actions violentes des mauvaises personnes, mais aussi pour l'effroyable silence et l'indifférence des bonnes personnes qui s'asseyent et attendent l'heure quelque part. Nous devons venir voir que le progrès social ne roule jamais sur les roues de l'inévitabilité. Il passe par les efforts inlassables et le travail persistant des gens dévoués. Et sans du travail, le temps lui-même devient un allié des forces primitives, de la stagnation sociale. Et nous devons donc aider le temps et nous devons réaliser que c'est toujours bon et toujours le bon moment pour le faire. Je pense que notre puissance doit être plus qu'une puissance militaire. Nous n'avons pas besoin de prouver au monde notre puissance militaire. Nous devons prouver notre puissance morale. Pensez-vous que cette nation a abusé de son pouvoir? Certainement pour ce qui concerne la guerre au Vietnam, je ne doute pas à ce propos. Mais je ne dis pas que cela a été fait avec des motifs pervers. Je pense que nous avons fait une énorme erreur de calcul. Et lorsque vous faites une erreur, vous devez l'avouer. Ce qui est formidable à propos du président Kennedy, c'est qu'il a dit au monde entier et à ses plus proches conseillers qu'il a commis une erreur lors de l'invasion de la baie des Cochons à Cuba. Il a dit « Je n'aurais jamais dû écouter les experts ». Et je pense que le moment est venu maintenant pour nos dirigeants de reconnaître que nous avons commis une grave erreur au Vietnam et que nous devons prendre l'initiative de mettre fin à ce conflit. Eh bien, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Nous avons des jours difficiles à venir. Mais cela n'a pas vraiment d'importance pour moi maintenant, parce que je suis allé au sommet de la montagne. Comme tout le monde, je voudrais vivre une longue vie. La longévité a sa place, mais je ne suis pas préoccupé par ça maintenant. Je veux juste faire la volonté de Dieu. Il m'a permis de monter sur la montagne où j'ai regardé et vu la terre promise. Peut-être que je n'y serai pas avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir, en tant que peuple, nous arriverons à la terre promise.
Oh, fils heureux ce soir, je ne m'inquiète de rien. Je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire et la venue du Seigneur. Vous devez avoir comme principe de base la détermination à atteindre l'excellence dans vos différents domaines d'activité. Vous devez décider au fil du temps ce que vous ferez dans la vie. Qu'est-ce que vous ferez dans votre vie professionnelle? Et quand vous aurez découvert ce qu'il vous convient de faire, planifiez sa réalisation et faites-le bien. Je vous le dis, mes jeunes amis, que des portes s'ouvrent à chacun de vous. Des portes d'opportunité s'ouvrent à chacun de vous. Ce qui n'était pas le cas pour votre mère et votre père. Et le grand défi qui vous attend, c'est d'être prêt à entrer dans ces portes ouvertes. Ralph Waldo Emerson, le grand essayiste, a déclaré dans une conférence en 1871 que si un homme peut écrire un meilleur livre, ou prêcher un meilleur sermon, ou faire un meilleur piège à souris que son voisin, même s'il construit sa maison dans la forêt, le monde fera un chemin battu jusqu'à sa porte. Cela n'a pas toujours été vrai. Ça devient de plus en plus vrai. Et je vous encourage donc à travailler dur, à brûler l'huile de minuit. Et je vous dis de ne jamais abandonner l'école. Et je comprends toutes les raisons sociales pour lesquelles nous abandonnons souvent l'école. Mais je vous encourage, malgré votre situation économique critique, malgré la situation que vous êtes obligé de vivre si souvent dans des conditions intolérables, de rester à l'école. Et lorsque vous découvrez ce que vous allez être dans la vie, décidez-vous de le faire. Comme si le Dieu Tout-Puissant vous a appelé en ce moment précis de l'histoire pour le faire. La première chose à faire dans votre plan de vie est de croire profondément en votre propre dignité, en vos valeurs, en votre personne. Cela ne permet à personne de vous faire croire que vous n'êtes rien. Sentez toujours que vous êtes important. Ressentez toujours que vous avez de la valeur. Et sentez toujours que votre vie est systématiquement significative. Cela signifie que vous ne devriez pas avoir honte de votre couleur de peau. Vous savez que c'est très malheureux que dans beaucoup de cas, notre société a stigmatisé la peau noire. Et vous savez qu'il y a des Noirs qui ont honte d'eux-mêmes. Mais n'ayez pas honte de votre couleur de peau. N'ayez pas honte de vos caractéristiques biologiques. Vous devrez être capable de dire et croire vraiment dans votre vie que je suis noir, mais beau. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à ce que l'histoire appellera la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre nation. Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique signait notre proclamation d'émancipation.
Ce décret se dresse comme un grand phare illuminant d'espérance des millions d'esclaves marqués au feu brûlant de l'injustice. Ce décret est venu comme une aube joyeuse, terminer la longue nuit de captivité. Mais 100 ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le noir vit à l'écart sur son îlot de pauvreté. J'ai un rêve. Un jour, cette nation se lève et vive sous le véritable sens de son credo. Nous considérons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes ont été créés égaux. J'ai le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des esclaves et les fils des propriétaires d'esclaves seront capables de s'asseoir à la table de la fraternité. J'ai un rêve qu'un jour, même dans l'État du Mississippi, désert étouffant d'injustice et d'oppression, soit transformé en une oasis de liberté et de justice. J'ai un rêve que mes 4 petits-enfants un jour vivent dans une nation où on ne les jugera pas sur leur couleur de peau, mais par la qualité de leur personne. J'ai un rêve aujourd'hui